après voir quelques tirages de photographies là-bas. Donc ce qui était prévu, je puisse montrer plus de photographies et aller plus loin que le travail photographique que je fais, de expliquer d'autres choses que je fais avec la photographie. C'est pour ça que le thème c'était photographie pour l'humanité. Comment j'utilise la photographie depuis toujours plutôt par ce que on peut faire avec et pas pour la photographie lui-même toute seule. Vous voyez, c'est vraiment ça pour moi la photographie. C'est pas l'art de la photographie, c'est pas de voir quelque chose comme abstrait, mais de voir tout ce qui peut emmener à la société, à la vie des gens. C'est pour ça que ça m'est important. Et ça depuis cet âge-là, depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai eu connaissance de premier appareil photo et qui m'a bouleversé, et je me suis dit c'est ça ou rien. Et depuis ces âges-là, depuis presque maintenant plus de 50 ans, j'ai 65 maintenant, je continue à faire des photos. Entre-temps, j'ai fait des études d'architecture, je suis devenu architecte, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres choses, mais c'était finalement la photographie qui m'a attiré. Et finalement, un jour, j'ai tout laissé tomber en me disant je vais faire des photos. Et voilà l'impact de ces photographies dont je vous disais. C'est depuis 79, bientôt 38 ans que je voyage dans plus de centaines de pays du monde. Certains comme Afghanistan, comme Azerbaïdjan, comme l'Égypte, comme Turquie ou beaucoup d'autres pays. J'étais 20 fois, 30 fois dans certains de ces pays. J'ai vu beaucoup de guerres, j'étais beaucoup dans les zones de guerre et conflit, plus de temps que beaucoup de militaires. Et par contre, ce que j'ai toujours voulu montrer, c'était pas les destructions de guerre physiques, c'était pas les corps déchiquetés, c'était pas les morts et les cadavres, c'était les survivants, c'était ce qui se passe dans le regard des survivants qui peuvent nous raconter l'horreur qu'ils ont vécu, mais qu'on peut les regarder. Parce que quand on vous montre des photos de guerre avec toutes ces destructions ou les enfants blessés ou autres, c'est des documents, certes, mais on ne peut pas les regarder souvent. On peut pas, beaucoup de gens même, ils ferment les yeux, ils ne veulent plus regarder. Or, j'ai photographié dans un village qui était le village le plus bombardé de toute l'histoire d'Afghanistan. Il s'appelait Tora Bora. Autour d'elle était détruit. Elle jouait avec quelques amis. J'ai eu 3 secondes quand farouchement elle se retournait me regarder pour faire la photo, mais certainement ça a plus impact que si c'était montré des photos des enfants morts ou des blessés. C'est plutôt ça que j'essaye d'emmener. Je suis un pacifiste profonde, mais je passe du temps dans les zones de guerre parce que c'est là où quelque part je peux montrer cette brutalité et cette horreur de guerre. Là, c'est un de ces moments de passage des rivières, comment dans ces moments de guerre, les conflits, des fois, on est obligé d'utiliser de tous les moyens. Et de l'autre côté, on voit aussi les réfugiés. Quand on parle des réfugiés, ça c'est un des exemples que dans un moment, vous êtes obligé de tout laisser tomber et de prendre ce qui est possible, ce que vous pouvez, si vous pouvez. Et des fois même, vous pouvez non pas trouver vos proches, vos enfants, vos frères et sœurs, vous êtes obligé de fuir, de partir. Et c'est ça aussi le concept, l'histoire des réfugiés. Donc chemin faisant, je voyais ou en groupe
ou individuellement, comme celle-là, des réfugiés. Des fois, c'était juste une ou deux personnes, comme celle-là, grand-père et sa petite fille. Des fois, c'était un homme tout seul, au milieu de nulle part. Et des fois, c'était une couple comme ça que traversait les montagnes, la neige. Quand vous êtes obligé de partir, quand vous êtes obligé de quitter de ce qui est chez vous, et ben vous savez pas où est-ce que vous allez, jusqu'à où vous pouvez aller, et des fois vous pouvez vous trouver dans des situations assez difficiles et dangereuses comme celui-là. En Afghanistan, j'avais aussi, comme dans la photo de Panjshir, je disais, rencontré un Matcham Massoud, commandant de Massoud, comme on l'appelle, celui qui a organisé la résistance. Et nos premières rencontres, c'était ici comme ça, c'est passé autour des jeux d'échecs. Ça, c'est à droite, enfin à gauche, c'est moi, avec mon appareil, on connaît mon appareil, et à droite, c'était Massoud. On avait commencé à jouer aux échecs, et c'était comme ça que jusqu'à sa mort, qui était en 2001, le 2 jours avant l'attaque, la tragédie des deux tours de New York, il était tué aussi par 2 opérateurs de Al-Qaïda. Voilà le portrait de lui que j'avais fait, la première rencontre qu'on avait eue en 85. Là, vous l'avez vu. Alors maintenant, vous voyez en projection, vous avez vu en tirage, vous voyez aussi la différence des fois que les photographies peuvent avoir quand vous les projetez, quand vous l'imprimez, quand vous imprimez dans un livre, dans une magazine. Il y a toujours les différentes variations d'une photographie qu'on peut voir. D'autres choses qui m'avaient fasciné aussi en Afghanistan, c'était ce sport à cheval qui s'appelle ça Buzkashi. Je crois que c'est Georges Cassel qui a fait une merveilleuse œuvre, le cavalier de Cassel, qui est très, très connu, très fameux. Imaginez qu'un jeu de football, sauf que les joueurs ils sont à cheval, et au lieu de balle, vous avez le corps d'un agneau dont la tête était coupée la veille. On met le corps dans l'eau pour que ça absorbe l'eau et ça devienne lourd. Et au lieu de balle, ils mettent ce corps d'agneau au milieu du terrain. Et le cavalier, il faut qu'il vienne et il se baisse pour emmener ce corps d'agneau jusqu'au goal. C'est ça le fameux sport Buzkashi. Là, on l'a déjà vu. Une autre petite histoire des réfugiés, des enfants à bas âge. C'était incroyable de voir comment cet sens de entre-aide, comment à très très bas âge, ils arrivent à vraiment s'aider, apprendre comment il faut passer sous une barbelé de fils barbelés. C'était incroyable. La résilience, c'est une autre chose qu'on apprend dans les moments durs et difficiles et les guerres. C'est beaucoup plus dans ces moments-là qu'on voit la résilience. Ici, c'était après les génocides de Rwanda et Burundi, où malheureusement j'avais suivi pendant longtemps, avant et après. C'était un moment magique. Vous avez des centaines de gens qui avaient fui le massacre. Ils avaient vu leurs familles massacrées, leurs enfants morts. Ils traversaient la frontière, ils arrivaient dans un camp de MSF. Et les heures après, ils commençaient à construire. Ils commençaient à construire les tentes, ils commençaient à aider la construction de camps. Et c'était incroyable de voir comment cette force et cette énergie qui existe
pour suivi de la vie, la force de la vie. Parmi les réfugiés, il y avait, après le génocide de Rwanda et Burundi, il y avait plusieurs milliers d'enfants qui étaient séparés de leurs parents. On ne savait pas où étaient les parents. Il y avait, je crois qu'un total de 12 000 enfants qui étaient réunis dans le camp de réfugiés par UNICEF et Croix-Rouge. Et eux, ils avaient commencé un programme en disant, ces enfants, on ne sait pas, peut-être que les parents sont dans un autre camp, parce que quand je disais, pendant vous fuyez, vous n'avez pas le temps de prendre tout avec vous. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher vos enfants. Peut-être ils sont dans l'école, peut-être ils sont chez quelqu'un d'autre. Donc, vous perdez facilement les gens avec qui vous êtes. Et ces 12 000 enfants, peut-être que leurs parents étaient dans un autre camp, ou peut-être un oncle, une tante. Donc, le Croix-Rouge et UNICEF, ils avaient mis un programme sur pied pour photographier ces enfants. J'ai été à former quelques réfugiés pour continuer ce travail. Donc, ils ont photographié 12 000 enfants, un par un. Voilà, ça c'est les enfants qui étaient photographiés avec, comme vous voyez, un seul numéro, parce qu'on ne voulait pas mettre leur nom, peur de représailles, comme c'était une vraie guerre entre deux ethnies. Et les parents, ils venaient, ils cherchaient pour voir s'ils trouvaient quelqu'un. Et c'est grâce à ce travail d'utilisation de la photographie, comme je disais, photographie pour l'humanité, pour moi, c'est le concept de dire que comment on peut utiliser la photographie au-delà de juste un joli portrait, photo de famille, photo d'anniversaire, jusqu'à où on peut aller. Ça, c'est un bon exemple. 12 000 portraits d'enfants perdus, exposés dans les camps. Les parents, ils sont venus, les grands-parents. Et au bout de 4 mois, il y a 3500 enfants qui étaient réunis avec leur famille, qui ont trouvé leurs parents, ou les parents qui ont trouvé les enfants. Donc 3500 sur 12 000 par un projet photographique. Ça montre aussi un peu l'impact que la photographie peut avoir dans beaucoup de domaines de vie, si chaque fois on pose la question, est-ce que la photographie peut aider créer ce lien? Est-ce que la photographie peut aider résoudre un tel problème social ou entre les individus, entre communautés? Là, c'est un moment de retrouvailles entre une grand-mère et son petit-fils. D'ailleurs, ce qui était incroyable, c'est que la grand-mère, elle n'avait pas reconnu le petit-fils en photo, parce que reconnaître quelqu'un sur la photo, nous, on apprend ça depuis qu'on est enfant, parce qu'on voit tout le temps les photos de nous, de nos parents, et on sait. Mais si vous n'avez pas vu des photos des autres gens, si vous avez votre œil et votre cerveau n'étaient pas habitués, vous ne pouvez pas faire les différences entre un visage et la photographie. Donc c'était assez incroyable de voir que beaucoup de gens, ils passaient des jours et ils n'arrivaient pas à connaître. Et cette grand-mère avait connu par les pullovers de son petit-fils, parce que c'est elle qui l'avait tricoté avant. Elle a dit, ah, je me rappelle, j'avais tricoté ça. Donc après on dit, bah oui, c'est ton petit-fils là, Paul, il s'appelait. La famille, c'était aussi une autre histoire, une vraie plaie de notre temps que j'avais envie de photographier. C'était un moment où je devais faire un sujet pour l'Express, et Frédéric Mitterrand, il faisait un film pour l'envoyé spécial, donc on était partis en équipe ensemble pour faire ce reportage. D'autres moments aussi
qui m'avait beaucoup touché dans ces moments de guerre, c'était le siège de Sarajevo. Si vous vous rappelez, Sarajevo, au cœur de l'Europe, pendant plusieurs années, était assiégé. Les gens étaient affamés, ils mouraient. Ils mouraient par maladie, par famine, mais aussi par les francs-tireurs, par les bombardements. Et c'était très très difficile de s'aventurer dehors parce qu'il y avait beaucoup de francs-tireurs. Imaginez une ville au centre de l'Europe qui est assiégée. Et comme je disais, les gens n'avaient vraiment, dans certains moments, n'avaient plus rien à manger. Et ce moment où on voyait les images qu'on voyait de Sarajevo, c'était tout le temps les corps déchiquetés, les gens blessés, les morts, et ce qui était vrai. Il y avait tout ça. Mais pour moi, ce moment, c'était beaucoup plus dur et restera toujours beaucoup plus dur que tous les autres moments que j'avais vus dans la guerre, parce que, imaginez, au milieu de tous ces bombardements et guerres et les francs-tireurs qui tirent partout, personne n'ose de sortir d'un seul coup. Vous vous trouvez devant cette petite fille au tournant d'une petite ruelle au milieu de guerre. Et quand j'ai fait la photo et je me suis rapproché et j'ai vu qu'elle était à côté d'une petite tabouret avec quelques poupées aussi, encore plus étonnées, et je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et sa réponse était comme une vraie coup de poing dans la conscience humaine. C'était je vais vendre mes poupées. Et on était en plus quelques jours avant le Noël. Et quand je demande mais pourquoi tu veux vendre tes poupées en plus ici, elle me dit, vous savez, ma grand-mère n'a pas mangé depuis 4 jours et je l'aime tellement, et je me suis dit que ça c'est la meilleure chose que j'ai, et si je le vends. C'était incroyable de voir comment la conscience de l'enfant, l'inconscience de l'enfant, cette envie de cette solidarité, cet amour de grand-mère, tout ça c'était lié dans une seule histoire pour moi. Et évidemment l'horreur de la guerre aussi, parce que vous, les dames, vous avez tous eu vos petites poupées à ces âges-là, et vous savez ce que ça veut dire pour une petite fille, l'impact et l'importance de ça, et de se dire que je vais vendre, ça veut dire beaucoup. Ça montre aussi cet impact incroyable des guerres dans les enfants, parce que dans toutes les guerres et conflits, qui sont ceux qui souffrent le plus, nous on voit les soldats sur le front, parce que la presse, ils vont montrer la guerre, ils vont montrer la bataille, on voit toujours les mêmes films dans toutes les guerres du monde, quelques soldats, quelques explosions, quelques ambulances. Mais en réalité, ce sont les enfants en première ligne et les femmes dans le deuxième qui souffrent le plus dans toutes ces guerres. C'est les deux qui souffrent le plus. Je passe des raisons et des détails pourquoi. Et eux, c'est eux qu'on parle le moins dans la guerre. On ne parle pas des souffrances des enfants. On monte toujours les fronts, les généraux, les présidents, les conférences de presse de tel général. Mais c'est pas ça la guerre. La guerre, c'est ces gens-là, leur souffrance aussi. Mais la photographie, c'est aussi lumière. Et j'adore aussi de m'évader, arriver à des moments incroyables, comme ici en Tamanrasset, dans le désert algérien, où j'avais entendu qu'un père catholique, père Pierre Foucault, Charles de Foucault, exactement, oui, Charles de Foucault, bravo, il y a dans les années de 1911 par là, avait choisi un petit retrait en haut des montagnes, assez caché,
Et tout le monde en parlait. Et j'avais vraiment envie d'aller rencontrer où est-ce qu'il est allé, ses pères, pourquoi il s'est installé là-bas. Donc, chemin faisant et finalement trouvant des guides qui pourraient m'emmener, je suis arrivé tard la nuit. Monté dans ces allées de montagne, en désert, il y avait juste une petite cabane en haut. Donc, finalement, je me suis dormi. Le matin, tôt, avant le lever du soleil, je me relève toujours. Et dès que je suis sorti, j'ai vu cette scène. C'était une vraie merveille. C'est là où je dis, voilà, il a bien choisi l'endroit où il fallait continuer à faire sa vie. Et, Charles Foucault, il a passé sa vie ici. Il a encore, ça continue. Le petit chapelle qu'il a créé, il y a encore des gens qui vont et qui continuent. D'autres moments aussi qui m'avaient beaucoup intrigué et beaucoup touché. Moi, comme je disais, j'ai quitté l'Iran parce qu'il y avait les religions qui ont pris le pouvoir. J'ai vu la guerre de religion en Afghanistan, j'ai vu la guerre de religion un peu partout, de plus en plus maintenant. Donc j'essaie un peu de trouver des moments de sérénité entre les religions, de voir comment les gens peuvent vivre en paix ensemble. Et là, c'était un de ces moments, je faisais un travail sur Azerbaïdjan, dans le Caucase, et on m'avait parlé d'un village chrétien, qui est le plus ancien village chrétien de Caucase. Donc, en plus, c'était un jour où ils venaient d'inaugurer la rénovation de leur église. Donc, je suis allé là-bas, c'était 3 heures de route de Bakou. Et arrivé là-bas, une fois que j'avais photographié, j'avais vu le père et tous les gens du village, les gens qui étaient venus pour le service, les gens du village. Et juste avant de partir, j'ai vu qu'ils sont en train d'installer une grande table de repas devant l'église. Donc, je me suis dit, tiens, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un bon moment. Donc pour le photographe, on est toujours curieux, on demande ce qui se passe. Et j'ai demandé au père, il va y avoir une cérémonie, un mariage? Il dit, non, il n'y a pas de mariage, c'est le Ramadan. Je dis, excusez-moi, de quoi vous parlez? Je crois que on est dans l'église, oui, bien sûr. Mais vous savez, nous, depuis tout le temps que je me rappelle, tous les mois de Ramadan, on fait un grand banquet, on invite le soir tous les musulmans de quartier de venir et on casse l'iftar, ils appellent ça, le jeûne avec eux. Vous pouvez imaginer, comme je dis, moi que depuis des années, je ne vois que les religions qui se battent, qui se tuent, qui se haïssent partout. D'un seul coup, d'entendre ça, c'était extraordinaire. De dire que oui, ça peut exister, que chacun peut avoir ses idées, ses idéologies, son religion, mais en même temps de se mettre autour d'une table, pourquoi pas. Et ça, c'était ce moment-là. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, là, on est à l'église. Le père était assis au fond de table. Et ici, c'est l'imam de quartier à côté qui est venu. Et ils sont tous assis. Ils sont en train de manger ensemble. Et c'est ce genre de moment aussi que j'ai envie de montrer. Ou un autre moment, à Jérusalem, je faisais un sujet sur la vie d'Abraham pour le National Geographic. Pendant 4 ans, j'ai voyagé, en un an, j'ai travaillé sur ça et un moment, je me rends compte que Abraham, qui est le père fondateur de 3 religions monothéisme, donc les juifs, les chrétiens et les musulmans, ils viennent tous, selon la Bible, selon le Coran, ils descendent tous d'un seul homme. Et c'est quand même extraordinaire que c'est les 3 qui se battent, qui se tuent entre eux depuis. En même temps,
ils ont un seul père fondateur. Et donc je voulais faire un sujet sur ça pour montrer aussi au monde, pour passer ce message que tous les trois religions monothéistes, ils descendent d'un seul homme, Abraham. Et c'est à Jérusalem, d'un seul coup, je me rends compte que aussi bien les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils utilisent ce mot Abraham. Les musulmans, c'est Ibrahim, les juifs, c'est Avram, et les chrétiens, c'est Abraham. Ibrahim, Abraham, Avram. C'est le même. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais chercher 3 enfants, un musulman palestinien, un chrétien aussi dans Palestine, et un juif israélien, les 3 qui ont 13 ans, le même âge, et tous les 3, ils s'appellent Abraham, et de les faire réunir, faire une photo ensemble, en pleine guerre. En plus, c'était le moment où c'était la guerre totale, toutes les routes étaient fermées. Ça m'a pris 8 jours de préparation, de connexion, des autorisations, avoir des signatures de tous les chefs religieux et tout ça, finalement, de réunir ces 3 enfants que, vous savez quoi? Au début, quand ils sont arrivés, il était au courant de l'histoire. Je les avais rencontrés un par un, séparément, et j'avais expliqué ce que c'est. Quand ils sont arrivés, ils se regardaient comme ça, tous. Et ils n'ont jamais été, vous savez, ils se connectent jamais. C'est vraiment une séparation totale dans leur tête. Et bien, 2 minutes après, ces 3 enfants étaient devenus copains, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils discutaient, ils parlaient de tous les des petits jeux vidéo, de plein d'histoires. Et c'était vraiment de ce moment où tous les 3, ils se regardaient comme ça, et devenir copains, ça a duré 2 minutes. 2 minutes après, ils étaient comme ça. Donc c'est aussi ce genre de message que j'ai envie de passer. D'autres travails, c'est les portraits. Le portrait, pour moi, c'est quelque part aussi quelque chose d'important. Que soit... D'ailleurs, je photographie rarement les célébrités ou les mannequins. C'est vraiment l'homme de la rue que j'essaie de chercher, de trouver le visage parfait. Et ça, c'est une Égyptienne qui a une petite barque sur le Nil comme, pour emmener des passagers d'un côté du Nil à l'autre. C'est son boulot. Et j'avais pris pendant 4 jours comme chauffeur, comme on dit, capitaine de barque. J'ai fait une portrait. Mais depuis, chaque fois que je monte ça, je sens que toutes les femmes tombent amoureuses n'est-ce pas, là? Il n'y a pas une seule fois une femme qui a dit non. C'est incroyable quand même. D'ailleurs, un jour, quelqu'un m'avait dit, Reza, tu sais ce que tu as vraiment perdu? Je dis non, quoi? Il dit, pourquoi tu fais tout ce travail? Va le chercher, tu l'emmènes à Los Angeles, tu deviens son agent, il va, il va faire des millions, après, avec cet argent, tu fais ce que tu veux, tu feras humanitaire, tout ce que tu vas faire. Peut-être il avait raison. Une des rares célébrités que j'ai photographiées, c'était Laetitia Casta. Ça, c'est une des rares que j'ai fait un portrait d'elle. Ça, on l'a vu. En arrivant, vous avez vu la photo. Ah oui, moi j'adore aussi. J'ai voyagé pas mal à cheval et j'aime beaucoup photographier aussi. Et là, c'est en Turkménistan. C'est le plus beau cheveu du monde. Il s'appelle Akalteke. Et c'est incroyablement connu du monde. Depuis l'Antiquité, c'est le plus beau. Il n'y a pas mieux que ça dans le reste de cheval, surtout quand vous regardez son œil, son regard. La peau et tout ça, c'est une beauté extraordinaire. C'était dans une autre histoire, je me rappelle très bien parce que je faisais un sujet sur le fleuve Amour pendant 6 mois
Et j'avais rencontré des nomades qui habitent de deux côtés, parce qu'un côté de fleuve Amour, c'est la Chine, l'autre côté, c'est la Russie, entre les deux. Et j'avais rencontré en été les nomades qui m'avaient parlé des merveilleuses chasses qu'ils font en hiver pour aller chasser en hiver. Et ils me racontaient toutes ces aventures, histoires. Et ben, vous pouvez imaginer que plus ils racontaient leurs histoires de chasse, plus j'avais envie de retourner les voir. Donc j'ai fait un rendez-vous avec eux en disant cet hiver, je viens avec vous et on part. Il fallait partir 8 jours dans la Sibérie en hiver. Euh, euh, Sauf que il m'avait vendu la bonne côté de l'histoire. Il m'avait pas dit qu'il fait -40. Ah oui, donc -40 pendant 8 jours, c'était l'enfer, vraiment, si on peut dire, le froid. Ben voilà, c'est comme ça qu'on devient en -40 pour sortir et faire quelques photos. Les films craquaient, les batteries ils tombaient dans 3 secondes. C'était vraiment des moments assez durs. Euh, Récemment, j'ai beaucoup travaillé au Kurdistan ces 3 dernières années. J'ai passé beaucoup de temps au Kurdistan, d'une part parce que c'est eux qui ont tenu devant le Daesh, devant l'État islamique. C'est les Peshmerga kurdes qui sont battus, et c'est eux, les Peshmerga, qui sont battus contre le Daesh, qui sont tenus devant eux. Sinon, Daesh était à la porte de l'Europe. Si les Kurdes n'avaient pas vraiment résisté devant eux. D'ailleurs, c'était la promesse que tout le monde les avait fait que si vous nous aidez pour se battre contre Daesh, après Daesh, ça y est, vous allez être indépendants. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont fait un référendum le 25 septembre. 92,5%, ils ont voté oui, et le monde entier, il a fermé les yeux. Ils n'ont pas accepté. Et ils ont laissé l'armée irakienne et l'armée iranienne sous la protection des Américains. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est les Américains qui protègent l'armée iranienne pour aller attaquer les Kurdes, qui étaient les alliés de l'Europe pour aider contre Daesh. On ne comprend rien qui fait quoi maintenant. Et c'est au Kurdistan aussi, de ce pays, je dirais, laïque. C'est un des rares pays laïques dans la région. C'est un pays dans lequel les juifs, les musulmans, les chrétiens, ils vivent en paix ensemble. C'est un pays musulman, mais que les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Elles peuvent participer dans la vie, comme ici, comme on arrive. Mais aussi que après les atrocités commises par Daesh contre les femmes yazidis surtout, ben, il y en a beaucoup qui ont pris des armes maintenant. Ils se battent aussi. D'ailleurs, le capital de l'ironie de l'histoire, c'est que la ville de Raqqa, en Syrie, qui vient de tomber, qui était pendant des années le capital de l'État islamique, donc c'est là où ils voulaient mettre leur État islamique, il a tombé sous le commandement d'une femme militaire kurde. C'est pendant l'ironie de l'histoire. Vous imaginez que la beauté de la vie aussi, des messages dans la vie. Regardez, finalement, c'est une jeune femme combattant kurde qui a fait, sous ce commandement, qui a fait tomber le capital de ce qui était l'État islamique. Là, c'est un petit moment de repos dans le tranché avec les Peshmerga. Et ça, c'est la ville de Shingal, la ville, une des villes kurdes, la ville de Yazidi, qui était pris, et que c'est là où l'État islamique, ils avaient kidnappé 5000 femmes, filles, enfin moins de 30 ans, et les ont emmenées en esclaves, ils ont vendu toutes les atrocités. Ça, c'est leur ville. C'est ça la ville de comment c'est devenu après la guerre. Et ça, c'est une de ces filles yézidis, kurdes,
de Kurdistan, enfin. D'autres portraits récemment, j'étais à Washington et pendant la prise de pouvoir de Trump, il y avait aussi un jour avant, 2 jours avant, c'était l'anniversaire de Martin Luther King. Et j'étais allé photographier les statues, le monument de Martin Luther King. Et d'un seul coup, comme il pleuvait, en regardant, j'ai eu l'impression il pleurait, le Martin Luther King, par ce qu'il arrive, par ce qui passe aux États-Unis. Et c'était aussi un autre symbole de visuel, comme on peut montrer. Donc tout ça, tout ce que vous avez vu, bah, finalement, euh, ça paraît dans la presse. Ça, c'est les différentes presses dans laquelle j'ai publié ou j'ai publié mes photographies. Ça, c'est mes couvertures dans le National Geographic. Et je voudrais montrer ça pour vous dire que, bon, National Geographic, dès qu'on l'entend, on pense aux natures, on pense aux animaux. Mais mes photographies, c'est l'histoire humaine. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est que l'histoire humaine que je raconte partout, que ce soit dans les magazines ou dans les livres. Nous avons fait une trentaine de livres, donc une grande partie écrite par Rachel, mon épouse, que vous avez rencontrée, et, ou des écrivains comme Yasmina Khadra, comme Jean-Claude Carrière, comme Atir Rahimi ou Olivier Weber aussi. Donc je collabore aussi avec certains écrivains chaque fois pour faire des livres qui racontent l'histoire de pays différemment. Le dernier livre qui sort dans quelques jours, c'est sur Kurdistan. Il s'appelle Renaissance. Kurdistan Renaissance, c'est le travail sur les 3 ans de ce que j'ai fait. Pas parler des guerres, mais parler du peuple kurde, parler de leur paysage, de leur culture, de leurs coutumes. Les films documentaires, c'est une autre manière pour moi de raconter des histoires. Il y a eu plusieurs films de National Geographic sur mon travail qui a été fait, ou TF1 ou FR3. C'est pour vous dire que, comme je crois fortement à l'impact de l'image, l'importance que la photographie peut avoir et a dans notre société, donc je continue constamment à répandre par tous les moyens, que ce soit livres, expos, magazines ou les expositions. Vous avez vu peut-être certains de mes expos, mais je fais beaucoup des installations. C'est pas juste des expos dans les galeries ou dans les musées où vous avez une petite groupe des élites, toujours les mêmes, qui vont voir. Et dans les vernissages de tous ces expos, comme, pardonnez-moi, le jargon qui existe entre nous, on dit, on voit toujours les mêmes alcoolos qui vont de vernissage en vernissage. Donc, moi, mes galeries, c'est les rues, les endroits comme ça. J'essaie de trouver des endroits où les gens y passent, ils regardent, ils voient, et que c'est gratuit. C'est impactant beaucoup plus. Là, par exemple, imaginez ça à Bonifacio en Corse, mettre côte à côte la photo de Laetitia, parce que Laetitia est née en Corse. Et, cette petite fille afghane de Tora Bora, et mettre leur portrait sur 15 mètres de haut, une grande installation. Et beaucoup de gens ils croyaient que c'est deux sœurs. Ils se ressemblent tellement qu'on avait l'impression que c'était elle était chez Casteux quand elle était petite. Donc on me demandait, ah, vous avez trouvé sa photo quand elle était petite? J'ai dit, non, non, c'est la petite fille afghane une autre installation, c'était sur le palais de Bourse, aussi utilisé, comme je dis, des différents endroits et différents moyens d'exposer. Ou à Bonifacio, le caserne des légions étrangers. Pendant 300 ans, les jeunes étrangers, ils ont vécu dans cette caserne.
Et maintenant, ils sont en train de transformer ça en lieu culturel. Et c'était la transformation qui m'avait invité de faire quelque chose. Et j'ai mis sur toutes les fenêtres un portrait des étrangers, enfin des gens qui représentaient un peu ces légions étrangers que pendant 3 siècles, ils regardaient de ces fenêtres. Ou dans la vallée de Panchir, autour de Tombeau de Massoud, avec une installation photographique pour les villageois, pour qu'ils voient aussi leurs photos, leur travail. Bah, ça, c'était le portrait d'une femme, une fille iranienne, en 2009, qui était tuée dans une manifestation à Téhéran, et donc par une balle, et était filmée par un téléphone. C'était une des premières reportages qu'on a vu dans les télés du monde, qui était filmé par un téléphone d'un passant. Et qu'on montrait très bien la fille qui tombe et qu'elle est morte. Enfin, il y a du sang partout. Et j'avais utilisé son portrait, 500 copies, avec 500 personnes que je demandais de venir devant la Tour Eiffel ou à Washington, devant le White House, la Maison Blanche, de photographier comme un symbole de résistance. L'expo aussi, voilà, ça c'est l'expo de Champ de Café sur le quai de Seine en face du musée d'Orsay dont je vous parlais. C'était les portraits de paysans. Là, c'est l'expo en 2015, les rêves d'humanité sur les réfugiés. En exposant dans les lieux comme ça, vous êtes sûr qu'il y a des millions de gens qui vont voir et que vous impactez des millions de gens, des milliers de gens sans que vous savez quel impact peut avoir sur eux ces images, ces histoires. C'était un de ces moments où j'ai rencontré pour la première fois les patients d'ici qui étaient venus voir mon expo. Et depuis 2 ans, on a continué. Enfin, c'est grâce à ces moments que finalement, on est arrivé à faire cette expo ici. Là, c'était une autre expo au Petit Palais. Alors, juste pour dire qu'en parenthèse, comme je disais, je suis architecte de formation. Donc, toutes ces expositions, je fais le scénographie. Donc, installation, les scénographies. Et pour aller dans ces lieux, voilà comment il faut être dans chaque pays, dans chaque endroit, dans chaque histoire. Il faut être comme les gens. Une des choses que j'ai fait quand j'arrive dans un pays, je regarde les hommes normaux, moyens enfin, comment ils sont habillés. Et après, je vais dans le marché et j'achète les mêmes vêtements. Et ensuite, un petit appareil et ça passe. Je vous ai parlé de cette petite fille de Sarajevo qui m'avait tellement influencé. Ça, c'est un autre moment, une autre rencontre forte qui m'avait beaucoup influencé. C'était après aussi un grand bombardement, une destruction massive d'un village au nord d'Afghanistan par les aviations russes, ou Union soviétique à l'époque. Et comment dire, il n'y avait plus un seul arbre dans le village. Tous les canaux d'irrigation, tout était détruit. À un moment, même l'école, la moitié était détruite. En sortant de l'école, en me promenant au milieu de ces ruines et le village, j'entends le rire des enfants et je me tourne et je vais les voir et je vois, ils sortent avec ce petit germe qu'on fait tous. Quand on était enfant, on faisait pousser ça à l'école, un petit grain, et après ça pousse. Et lui, il avait pris ça, il partait. Quand j'ai fait la photo et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il m'a dit, avec un regard fier comme ça, bah, je vais en faire un arbre. C'était merveilleux cette résilience dont je vous parlais dans les guerres jusqu'au bout.
Et ce petit garçon est aussi comme l'autre petite fille. Et ce sont des symboles de résilience, de résistance, de grandeur de l'homme humain, de l'âme humaine quelque part. C'est pour ça que je crois beaucoup que si vraiment on veut changer le monde, il faut commencer par l'éducation des enfants. Et il n'y a pas de raison que nous continuions à être barbares, que nous continuions à dépenser une grande partie de nos budgets pour la guerre, pour les armements, pour les avions de chasse, au lieu de faire des hôpitaux, au lieu de faire des écoles, au lieu d'aider à avoir les meilleurs aides-soignants, les meilleurs professeurs et instituteurs. Là, on va aider à avoir le meilleur tueur, meilleur officier de l'armée, meilleur, je sais pas quoi, machine de guerre. Or, il fallait que finalement, un jour ou l'autre, on se dise est-ce que c'est inhumain ou humain? Quel est le côté humain? L'éducation, l'hôpital, de créer ça, ou faire des armements et des avions de chasse? Lequel est plus important pour nous, pour l'humanité quelque part? Et c'est de ça aussi qui m'a emmené, parallèle à mon travail photographique, de commencer à répandre et former des réfugiés, former des gens. Donc, parallèle à mon travail photographique, je mène aussi un autre travail. J'ai créé des ONG, des associations, et ça a commencé ici en 1983, après mon premier reportage en Afghanistan pour Time Magazine. Je me suis dit, il faut former les réfugiés pour qu'eux-mêmes ils puissent photographier. Donc ça, c'était mes premiers cours en 83, que j'étais en train d'expliquer qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est le diaphragme. Et j'avais acheté quelques appareils dans le marché, des films, j'ai donné, j'ai dit, voilà, faites des photos, il en resterait quelque chose. De là, je ne vais pas tout montrer, mais j'ai quelques exemples de travail, disons, humaniste ou humanitaire qu'un photographe fait. Ça, c'est à Kaboul, la création d'un très grand centre de formation, beaucoup pour les femmes afghanes qui sont devenues des journalistes. Donc, aider les femmes afghanes de devenir journalistes, pour moi, c'était la première pas pour emmener un pays vers la démocratie. Ce n'est pas avec des avions et des soldats qu'on obligera un pays d'aller vers la démocratie, on le sait très bien. Mais un média indépendant, un média libre, magazine pour les enfants, ce sont ce genre de projets que j'ai lancé en Afghanistan. C'était le premier magazine pour les femmes après la chute du Taliban. C'est nous qui avons créé. On a formé les premiers groupes de femmes afghanes vidéastes pour faire des films sur la vie des femmes afghanes, parce que quelque part, je me suis rendu compte que tous les gens qui couvrent tous ces pays en guerre, à 95%, c'est des hommes. Donc, vous avez des hommes journalistes, des hommes caméramans, des hommes photographes qui vont aller dans ces pays. Qu'est-ce qu'ils vont filmer et interviewer et photographier? Les soldats, les hommes. Donc, nous, on est assis ici, on dit « Ah, je veux voir un film sur l'Afghanistan », mais en réalité, on ne voit pas un film sur l'Afghanistan, on voit un film sur les hommes afghans. On voit un film sur les hommes en Afrique. Et pour que vraiment on raconte l'histoire des femmes, il faut que ce soit les femmes qui connaissent cette histoire, qui puissent y aller, qui puissent filmer. Et les meilleurs, c'était les femmes de chaque pays qui parlent la langue, qui ont déjà vécu eux-mêmes cette souffrance, qui peuvent raconter ça. Donc c'était ça l'idée de former des femmes afghanes pour devenir les vidéastes qui ont fait des films magnifiques. D'ailleurs, leur premier film était nominé à Emmy Award. Leur toute première film fait par les femmes afghanes qui était nominé à Emmy Award. D'autres utilisations de l'image, par exemple dans les villages en Afghanistan, comment passer des messages de santé aux femmes
qui ne savent pas lire et écrire, qui ne sortent pas beaucoup et qui sortent, ils ne vont pas s'arrêter. Le concept, c'était de créer des films euh, de 10-15 minutes, des films de fiction, utilisant les histoires des grands-mères, en mettant dans le film, et à l'intérieur de ces films, mettre des messages de santé pour les femmes. Et ça a marché. La mortalité enfantine a chuté de 40% dans une région après 6 mois de montrer des films. Donc, utilisation de l'image dans tous les domaines, c'est ça que je disais, comment il faut emmener, voir l'image et la photographie peut aider individuellement ou un groupe. Aujourd'hui, par exemple, on discutait avec l'aide-soignante ici et qui disait oui, il y a art-thérapie, c'est utilisé de plus en plus avec l'image, la photographie, les peintures et tout ça. Et de plus en plus, on voit l'étendue de ce qu'on peut faire avec l'art. D'autres qu'on avait fait, nous, en Afghanistan, de créer la première station radio qui s'appelle La Voix de Femmes Afghans, pour permettre qu'avec les projets éducatifs, avec les programmes, aussi bien la musique ou autres, mais que finalement, emmener l'éducation à travers les ondes de radio, de La Voix des femmes afghanes. Les premières femmes afghanes photojournalistes qu'on a formées, on a même eu nos élèves qui sont devenus directeurs de l'agence France Presse, directeurs de Associated Press, et même un prix Pulitzer. Un de nos élèves, Pulitzer, c'est le plus grand prix dans le journalisme, où ils ont eu plein de... Donc, ces formations, d'une part, c'est pour les professionnels dans les zones de guerre, ou ce qu'on appelle les voix urbaines, les urban voices, c'est pour les jeunes dans les banlieues difficiles que nous faisons. Là, on est dans les Mirailles. J'ai formé 40 jeunes dans le quartier Mirail à Toulouse, qui est quartier, tout le monde dit c'est coupe-gorge, tout le monde dit c'est dangereux. Or, en réalité, en formant 40 jeunes qui ont photographié pendant 6 mois leur quotidien, leur vie, leurs histoires, leurs espoirs, leurs bagarres, leurs fêtes d'anniversaire, leur mariage. Et grâce à leur travail, on a créé des grandes expositions dans la ville de Toulouse, dans les lieux comme la salle des illustres de mairie de Toulouse, dans le Capitole, dans les endroits improbables que ces enfants, ces gens de ces banlieues, ils n'osent même pas y aller. Or là, ils exposent et ça crée des liens entre les gens de la ville et les banlieues, ça crée des liens entre les communautés. Le même projet en Sicile, en Italie, dans les banlieues les plus dures de l'Europe. Aussi, pendant des années, on a formé une centaine d'enfants pour créer des liens entre les citadins qui disent ces gens-là, non, c'est dangereux, non, il ne faut pas y aller, non. Or, en réalité, vous savez très bien, tous ces gens qui vivent dans les banlieues. Oui, vous avez une question? Non. Ah ben, Librino, c'est à Catania, près de Catania, oui. Il s'appelle Librino, ce quartier, ce banlieue maudit. Là, on a formé une centaine d'enfants et ça a tout changé dans les relations entre eux. En France, on a eu des projets à Avignon, à Châtellerault, à Dijon, à Nancy. Et chaque fois qu'on voyait, c'est des jeunes décrocheurs d'école, c'est des jeunes en difficulté qui deviennent le porteur de leur voix. Donc, on les transforme de victimes passives, quelque part, qui deviennent actives dans leur vie et qui ils deviennent la voix de leur destinée. C'est aussi ça, la photographie, de créer ces liens entre les banlieues et les cités. Comme je disais, dans plusieurs banlieues, plus de 8 banlieues de France, on a mené ces projets avec tous ces jeunes.
il faut voir que ces jeunes, au début, quand ils arrivent, c'est vraiment des, des crocheurs d'école. Ils sont presque par terre, ils ont tout perdu, ils croient plus en rien. Et vous avez vu certainement ce genre de jeunes. Et ben, au bout de quelques mois de projet, ça y est, ils partent en live, ils exposent, ça change leur vie. C'est aussi, grâce à eux, ils changent aussi la relation entre eux-mêmes. Donc, vous avez vu Urban Voices qui est dans les banlieues, Exile Voices, c'est dans les camps de réfugiés. Donc, on continue à travailler et former des réfugiés, des enfants réfugiés, des ados réfugiés, qui continuent à documenter, photographier le quotidien de leurs histoires, de leur vie. Là, c'est un des premiers projets en Kurdistan irakien. Ce sont une vingtaine des jeunes de 11 à 15 ans, réfugiés syriens. Depuis 3 ans, je suis en train de les former et leur travail maintenant est paru dans National Geographic, le site. New York Times a fait une page sur leur travail. On avait exposé sur le quai de Seine. Une partie, c'était leur travail qui était aussi exposé sur le quai de Seine. Et là, c'est ma classe. J'ai ma tante dans le camp. Et ces enfants que vous voyez, donc vous avez vu certains de leurs photos, ils ont une envie incroyable. C'est pas du tout dès le début, enfin quand je les forme, le concept de dire que je ne vais pas vous apprendre de la photographie, comme vous savez, parce que pour eux, pour beaucoup des gens, beaucoup des jeunes, quand vous parlez de photographie, ils pensent au selfie, ils pensent à photo de groupe, ils pensent à photographier la copine ou le copain quand il fait la pause. C'est plutôt ça pour eux, la photographie. Donc, la première chose que je fais, j'essaie de casser ça en disant que non, pour vous, la photographie, c'est ça, c'est pas ça que je vais vous apprendre. Donc, ils sont tous étonnés. Ils disent, pourquoi on vous a emmené ça ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est là où j'ai dit, vous savez, que ce soit les gens des banlieues ou les enfants de camps réfugiés, vous vivez des histoires que vous avez envie de montrer au monde. Vous avez envie de dire au monde quelle est votre vie, comment vous vivez, et où vous voulez vraiment vous expliquer, vous voulez crier au monde, vous voulez dire ça. Évidemment, nous, tous les gens qui, quelque part, ils subissent une injustice, ils ont envie de crier, de montrer au monde. Et donc, je leur dis, voilà, si vous voulez parler au monde, je vous donne un outil qui parle toutes les langues du monde. Et c'est l'image, c'est la photographie, c'est ça. Donc, et ils comprennent très vite. Ils comprennent tellement vite que un seul exemple, c'est la petite fille rouge assise à droite, le deuxième, Maya, qui avait bien compris que oui, il faut montrer sa vie, il faut expliquer comment on vit. Et quand le deuxième jour, elle est arrivée en retard, 1 heure en retard, et moi je suis très sévère et très dur dans mes cours, donc je l'ai interpellée viens ici, pourquoi tu es en retard? Et tout de suite, elle m'a montré son appareil, derrière une photo, et me dit, monsieur, j'ai photographié la raison de mon retard. Je me suis dit, tiens, encore personne m'avait fait ce coup. Parce que dans le temps, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont fait, où c'était la grand-mère qui tombait malade. On n'allait pas à l'école, ma grand-mère est malade, ma grand-mère est morte, c'est le funérailles de mon grand-père, jusqu'à ce que, paraît-il, il y a un des profs qui avait dit à un élève, dis-moi, tu as combien de grand-mères? C'est les 6e qui meurent cette année, ça. Bon, en tout cas, quand elle m'a dit que j'ai photographié la raison de mon retard, je ne croyais pas du tout. Je croyais que ça y est, elle a encore inventé une chose. Jusqu'à ce qu'elle me montré la photo, et c'était vraiment le choc pour moi
de voir comment même un enfant de 11 ans, elle comprend parfaitement ce dont je veux former, ce dont je parle, la raison pour laquelle je vais former tous ces jeunes pour vraiment parler au monde de leur histoire. C'était ça la raison de son retard. Monsieur, mes chaussures étaient gelées, on était en hiver. Et donc, c'est pour ça que je suis en retard. J'ai dû attendre que ça dégèle. Une photo simple. Deuxième jour qu'elle a appris à utiliser une photographie, mais tout est dit. Toute l'histoire, c'est dans cette image pour moi, de formation, de raconter une histoire, comment utiliser la photographie pour être le plus efficace. Vous voyez, c'est une fille de 11 ans, une réfugiée, qui veut parler et qui a envie de parler au monde. Donc, comme je disais, on parlait aujourd'hui avec aide-soignant que l'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut y aller. Mais il y a un petit truc aussi que ça a plus de sens en anglais. C'est ça. C'est que entre ça, et il faut ajouter pour que ça puisse aider les gens. Voilà. Pour qu'on arrive à une vraie envol à la fin de notre discours. Merci beaucoup de votre temps. Bravo à tout le monde. Merci beaucoup. D'abord, bravo et merci pour cet exposé bouleversant. En arrivant ici à l'hôpital, je me posais la question pour le lien, votre lien à la psychiatrie et pourquoi ces photos dans cet hôpital. Maintenant, j'ai compris. Merci. En fait, parce que, bravo, vous avez quitté votre pays. Je suis étrangère moi-même. J'ai moi-même vécu l'exil. Et vous êtes devenu un citoyen du monde, au sens propre du terme. Vous avez remplacé votre pays en fait, vous avez gagné le monde. Ce qui est extraordinaire, parce que vous n'avez pas fait ce que font la plupart des gens exilés, qui passent leur vie à trouver un autre chez soi et qui n'y arrivent jamais parce que c'est impossible. Vous n'avez pas fait ça. Vous êtes devenu un citoyen du monde, ce qui est encore mieux. D'avoir une question, vous avez mis l'art au service de l'humain, quand 99% des gens font le contraire, mettent les gens en les mettant en scène, comme vous avez dit, etc., pour faire, soi-disant, de l'art. Donc ça, c'est extraordinaire aussi. Vous avez montré qu'on peut faire de l'humanitaire même avec la photo. Votre action en Afrique, c'est quelque chose qui vous mériterait le prix Nobel de la mission humanitaire. Franchement, j'ai jamais vu une action pareille. Je suis infectiologue, vraiment, je connais toutes les actions humanitaires sur la médecine, etc. Mais faire cette action, vous aurez pu vous arrêter là, en fait. C'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, vous avez été interpellé par la souffrance dans le monde entier. Voilà. Est-ce que, j'aurais une question personnelle, est-ce que tout ce que vous avez fait au service de l'humain, dans le monde entier, est-ce que ça a pu apaiser votre souffrance de l'exil? Quand on est exilé, quand on quitte son pays, au début, pendant quelque temps, on a cette nostalgie de l'endroit où on a quitté. Mais ce qui s'est passé, quelque chose pour moi, c'était comme une révélation. Et la révélation, c'est grâce à ces voyages, certes. D'un seul coup, un jour, je me suis trouvé devant une carte du monde géographique où il n'y avait pas les frontières. Il n'y avait pas la séparation des pays. Et là, je me suis rendu compte que nous sommes tous citoyens du monde. Nous appartenons tous à une seule terre. Il n'y a pas deux terres pour le moment, à ma connaissance. Et que nous sommes tous, sauf qu'au fur et à mesure, les pouvoirs, les idéologies, pour se protéger, ils ont créé des frontières autour d'eux. Et pour protéger ces frontières, comme ils avaient besoin de soldats, ils ont lancé dans la tête des gens ce concept de patriotisme.
cet concept de il faut se sacrifier pour défendre, il faut attaquer les autres pour défendre nos valeurs. Et que tout ça, finalement, c'est parti. J'ai senti que non, nous appartenons tous à une seule terre et que toutes ces guerres et conflits, ça ne crée que par l'argent, et par le pouvoir. Et comme je disais, ils nous font chanter les chants nationaux, les chants, l'hymne nationaux, pour protéger leur pouvoir, pour protéger leur richesse. C'est ça qui m'a fait que finalement, je me suis libéré de toute cette idée de frontières et les différences ethniques et les différences religions. Ça n'existe pas au fond de l'humanité, tout ça. Et de même façon que dans chaque corps humain, il y a des milliards de cellules, et que ces cellules, finalement, ensemble, ils font un corps humain, mais beaucoup de ces cellules, ils ne savent pas qu'ils appartiennent à le même corps. Ils croient que chacun, il vit séparément, individuellement. Nous sommes exactement la même chose. Nous appartenons tous à une seule entité. Nous, les arbres qu'on a vus, les animaux les animaux qu'on ne les voit pas, parce qu'il y en a plein, des milliards, ils sont plus petits qu'on ne les voit pas, mais on est tous fait partie d'un seul écosystème, nous. Et ça, la compréhension de ça, de dire que nous sommes tous liés l'un à l'autre, nous vivons tous dans un seul corps. Chacun peut appeler ce corps comme il veut, mais il y en a qui disent c'est la nature, il y en a qui disent c'est le Dieu, il y en a qui disent c'est je ne sais pas quoi d'autre, c'est l'univers en tout cas, mais la réalité c'est ça, c'est que nous sommes tous liés. On n'est pas différenciés, c'est ce qu'on voit, c'est pas la vraie séparation des corps humains ou l'arbre ou les plantes. Et c'est ça qui m'a fait que finalement j'arrive à dépasser ces nostalgies de l'exil où l'exil devient une force en réalité. Au lieu de me tirer vers le bas, comme vous disiez, beaucoup des gens, malheureusement, je vois que ils restent dans la nostalgie de pays, de bled, le parfum de pain de bread, le bled, ça reste immontable. En réalité, non. En réalité, le pain, où est-ce qu'on est? C'est le meilleur pain, il faut manger là où on est. Aujourd'hui, c'est là, demain ailleurs. Considérer ça nous libère aussi beaucoup. Si on commence à comprendre et que vivre dans la présente, ça nous aiderait de mieux profiter, de mieux comprendre le présent. Sinon, où on est en regret de passé, où on est en train de faire le plan constamment pour l'avenir, qu'on ne sait pas ce que c'est, et on oublie de vivre le présent. Bon, en tout cas, merci tout le monde. Plaisir de vous voir. Un autre moment, à très bientôt. Merci beaucoup.